Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à l'apprentissage du langage de programmation que j'ai nommé le C++. Alors la fois dernière, nous avons essayé d'afficher un message au niveau de notre console, c'est-à-dire la petite fenêtre en noir qui s'ouvre après la compilation de votre code. Ou soit si vous utilisez un compilateur en ligne comme moi, tel que OneBox, donc là, tout juste en bas ici, c'est votre console en ligne. Bon, je peux dire la console en ligne, soit le résultat de votre compilation. Alors, pour aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre un peu la main au niveau de la mémoire de notre ordinateur. Plus précisément, la mémoire vive. Je ne veux pas détailler le fonctionnement de la mémoire vive parce que c'est un peu plus complexe à notre niveau ici. Alors, imaginons par exemple, si je réutilise le code que nous avons utilisé la fois dernière, mais à la place du texte, je vais utiliser par exemple des nombres. Imaginons que je veux afficher le produit de la multiplication des 5 par 6. Alors, si je l'affiche par exemple, automatiquement, je dois avoir 30. Et voilà parfaitement, j'ai 30 ici. Alors, je me dis par exemple que le résultat, ou soit le produit de 6 par 5, j'aimerais par exemple l'additionner à 100. Donc, automatiquement, calcul mental, j'aurai ici 130. Alors, imaginez que j'ai par exemple un tas des instructions que j'aimerais appliquer au résultat des 6 multiplié par 5. Donc, soit faire plus 100 multiplié après par 5 et plus soustraire par 2. Vous voyez, ça va me faire de trop. Ou soit, j'aurai comme réflexe de pouvoir mettre en mémoire le produit de 5 par 6. Soit le résultat que j'aurai de 6 multiplié par 5. Alors, c'est ce que je vais devoir faire. Alors, le fait de pouvoir mettre une donnée, ou soit le fait de sauvegarder une donnée en mémoire, c'est ce qu'on appelle par des variables. Alors là, vous avez déjà le rôle d'une variable. S'il faut maintenant définir qu'est-ce que c'est qu'une variable est une zone en mémoire, donc une zone qu'on loue en mémoire, capable de stocker une donnée. Alors, cette donnée peut être par exemple un entier, soit un réel, soit même un caractère, voire même une chaîne de caractères. Alors, comment on fait par exemple pour pouvoir déclarer une variable? Alors, pour déclarer une variable, nous allons utiliser un format précis, soit une syntaxe bien précise. Voici la syntaxe par exemple. Nous allons avoir besoin en premier lieu du type de la variable pour dire à notre mémoire vive, c'est-à-dire la RAM, quel est le format de l'information que va contenir notre variable. Alors, après le type, nous allons pouvoir indiquer le nom que fera référence à notre variable. Je m'explique. En fait, le nom de la variable que nous allons renseigner va permettre au compilateur de pouvoir faire référence à notre variable. C'est-à-dire quoi? Si votre variable, vous le nommez par exemple A, donc à chaque fois que le compilateur croisera le nom A dans votre code, il fera d'office appel à votre variable. Et en dernier lieu, nous allons avoir besoin de la valeur de notre variable. Alors, il est à noter ceci, que la variable, plutôt la valeur de notre variable est complètement optionnelle au moment de la déclaration de notre variable. Vous savez que mieux vaut la démonstration que vous dire que la théorie par exemple. Alors, voici par exemple comment je veux
déclarer ma variable qui va contenir un entier. J'aurai par exemple int entier, accolade. Ici, j'ai par exemple 6. Alors, int ici veut tout simplement dire que ma variable entier va contenir des entiers. Vous comprenez? Parce que int, en anglais, int, c'est juste le diminutif de integer. En anglais, en français, c'est juste entier. Vous voyez? Et la preuve en est que ici, la valeur lors de la déclaration, j'ai bien donné, c'est 6. 6, c'est un entier. Ce n'est pas un réel, mais c'est un entier. Alors, le nom maintenant de ma variable, je l'ai donné comme nom entier. Et la preuve en est que si j'ose, par exemple, afficher ma variable, j'aurai que à indiquer son nom ici, entier. Et voilà, si je compile, voilà, j'ai oublié le point virgule. Ok, si je compile, voilà, il y a 6 qui est bien affiché ici. Alors, je peux complètement aussi enlever les 6 et compiler mon code. Vous allez voir ici, 0, c'est une valeur par défaut. C'est une valeur par défaut que le compilateur attribue à ma variable quand il croise par exemple les accolades là. Et si par exemple le plus curieux d'entre vous vont par exemple supprimer les accolades et compiler par exemple le code là. Vous voyez là ici maintenant on a un warning qui nous dit que vous essayez d'afficher ou soit d'utiliser une variable que vous n'avez pas instanciée. Donc ici, je dois normalement instancier ma variable. Vous voyez, si vous n'instanciez pas votre variable, oui, votre code va être compilé, mais vous aurez un warning, donc un message auprès de votre compilateur. Donc, moi, je vous conseillerais de pouvoir juste mettre des accolades au cas où vous ne souhaitez pas indiquer à premier abord la valeur de votre variable. Donc, là, nous avons vu, par exemple, le cas pour les entiers. Alors, imaginons, par exemple, je souhaite utiliser des nombres à virgule. Comment je vais m'y prendre? Alors, pour utiliser les nombres à virgule, nous avons deux types. Nous avons le type double en anglais et double en français. Donc, j'écris par exemple ici réel, par exemple 1. Et je vais l'affecter la valeur 0.2. 0.2. Il est à noter que en programmation, la virgule est remplacée par un point. Oui, la virgule est remplacée par un point. Car si vous mettez par exemple une virgule pour dire non, c'est 0,2, il y aura une erreur. Pourquoi? Parce que la virgule en programmation est un opérateur de séquence. Par contre, le point est un opérateur qui permet à dire à l'ordinateur que non, ici je vais par exemple dire dans notre cas ici 0,2 pour indiquer un décimal. Vous comprenez? Et si par exemple je souhaite l'afficher, je vais indiquer ici std, cout, je vais injecter réel 1 par exemple. Et je fais un retour à la ligne. Voilà. Et je vais compiler mon code. Je vais juste scroller un peu. Je vais compiler mon code. Vous voyez, j'ai 0.2 qui veut dire 0,2. Et aussi, je peux encore utiliser un autre type qui est float. Voilà. Pour dire que ça, c'est un flottant. Ici, par exemple, j'aurai un, par exemple, 0.2. Et ça, je vais encore copier-coller pour éviter de répéter. Voilà, 2. Et si je compile mon code, vous voyez 1.2. Donc,
moi, c'est que je vous conseillerais d'utiliser plus souvent les double. Pourquoi? Parce que d'un point de vue technique, le double vous permet d'utiliser des nombres très grands par rapport au float. Vous comprenez? Alors, à part ça, nous avons aussi un autre type qui est le char. Le char pour tout simplement indiquer un caractère. Donc ici, je vais dire caractère. Alors, là, n'oubliez pas des accolades. Et ici, pour indiquer à l'ordinateur que je souhaite utiliser un caractère, il faut l'entourer des apostrophes. Certains diront par exemple des guillemets simples. Alors ici, je vais mettre par exemple A. Vous voyez? Et si je souhaite l'afficher, je copie juste là. Et ici, tac, tac. Voilà. Et là, je remplace. Et je clique sur Round. Voilà, il y a une erreur. Qu'est-ce que l'erreur dit? Voilà, le point virgule. OK. Donc là, automatiquement, il y a A qui s'est affiché là. Mais pour vous prouver que réellement, au cas où vous avez une erreur, vous commettez une erreur de frappe par exemple, et que vous indiquez 65 là par exemple, et que au niveau des types, vous avez char. Si vous osez par exemple compiler, automatiquement vous aurez un A majuscule, oui. Pourquoi? Parce que déjà au niveau des types, l'ordinateur s'est dit, ici, je vais automatiquement utiliser un caractère. Mais là, vous lui indiquez par exemple un nombre, ici 65. Alors, qu'est-ce que fait l'ordinateur? L'ordinateur va automatiquement utiliser le code ASCII. Rappelez-vous, lors du premier cours, je vous avais parlé du code ASCII. Alors, il va faire une liaison et va voir automatiquement que la valeur 65 correspond à un A majuscule au niveau du code ASCII. Je vous le prouve. Je vais vous mettre le lien dans la description pour retrouver ces tableaux ASCII. Alors, regardez très bien le code ASCII. Là, tac, 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 je vais commencer en tout début. Vous voyez ici, on écrit décimal. Alors, je vais descendre, donc j'ai des nombres décimales, tac, 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 65, voilà. 65, ici, correspond à la lettre A majuscule. Vous comprenez? Et si, par exemple, vous doutez encore, je souhaite, par exemple, avoir Z majuscule, je n'aurai qu'à indiquer 90. Vous voyez, ici, j'ai 90 pour le français et 90 pour le belge. Donc, si j'indique 90 par exemple là, et si je compilais, vous allez voir le Z majuscule. Et si je souhaite par exemple afficher un A minuscule, donc ici j'ai 97 pour le français et 97 pour le belge. Donc ici, je n'ai qu'à mettre 7 et voilà, j'aurai un A minuscule. Mais c'est quelque chose que vous allez utiliser dans des cas bien précis. Vous comprenez? Je juste fais ça sciemment pour que vous puissiez avoir au moins une connaissance là-dessus. Mais d'habitude, je vous conseillerais d'utiliser par exemple ça. Donc, indiquer directement A majuscule. Voilà, donc ici, vous allez avoir directement le A majuscule. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec de variables? Alors, avec des variables, nous sommes appelés par exemple à utiliser des opérations arithmétiques. Qu'est-ce que c'est que des opérations arithmétiques? Alors, là, je vais déjà avoir par exemple là, j'ai A, ici, je B. Donc, désolé pour ceux qui n'aiment pas la mathématique. Donc, ici, nous allons faire un petit peu de la mathématique. Alors, imaginons que je souhaite afficher, par exemple, la somme de A plus B. Donc, std, cout, je vais injecter. Donc, ici, j'aurai, par exemple, la somme des 6
Et 5 vaut... Donc, je vais laisser un espace là pour injecter maintenant ici A plus B. Et là, je vais injecter un retour à la ligne std. Voilà, handle. Alors, si j'ose maintenant compiler, nous voyons ici que la somme des 6 et 5 vaut 11. Vous voyez? Donc, je pourrais aussi utiliser par exemple la soustraction. Donc ici, je vais changer la phrase. Donc la différence des 6 et des 5 vaut 1. Alors, je peux aussi utiliser la multiplication. Donc au lieu de mettre toujours des phrases comme ça va me prendre trop de temps. Donc, de A fois B, ici j'aurai 30. Et je peux toutefois aussi utiliser la division. Ici, j'aurai automatiquement 1. Pourquoi j'aurai 1 ici? Parce que ici, j'ai utilisé rien que des entiers. Je n'ai pas utilisé ici, je n'ai pas utilisé de réel. Si, par exemple, j'écrivais ceci, imaginons par exemple, je déclare une variable ici en float. Donc, j'ai par exemple C ici. Voilà. J'ai par exemple C là. Et j'affichais par exemple C. Voilà. Si j'osais par exemple faire ça. Voilà. Ici, j'ai une erreur de point virgule. Waouh. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Avec le point virgule, bien sûr. Alors, voilà. Ben, ici, c'est juste, on nous dit que de ne pas utiliser l'expression là. Donc, ce que je vais faire, tac. Je vais affecter directement cette expression lors de la déclaration. Et ici, j'aurai juste à afficher. Voilà. 6 par 1, tac, tac, tac. OK. Donc, voilà, ici j'aurai 6 par exemple, point 0. Il faut indiquer, il faut au minimum que un de vos nombres soit un réel. Par exemple là, si je fais ça, automatiquement on aura 1.2. Vous voyez? Ici on aura automatiquement 1.2. Donc je peux par exemple m'en passer de ça. Je peux m'en passer de la variable C et afficher directement le résultat de cette expression ici. J'aurai la même chose. Un point là, j'ai ramené aussi le point virgule. Waouh, excusez-moi vraiment. Voilà. J'aurai 1.2 ici. Pourquoi? Parce que il suffit juste que le dividende soit plutôt un réel. Et ici, vous aurez comme quotient un réel aussi. Alors, à part ça, je vais vous montrer aussi un opérateur que, à l'école, je ne pense pas que vous avez découvert ça au niveau de votre école. L'opérateur modulo. Voilà. Donc, si j'ose par exemple faire A modulo B, j'aurai 1 ici. Qu'est-ce que c'est que l'opérateur modulo? L'opérateur modulo nous donne le résultat du reste euclidien de A divisé par B. Je m'explique. Quand on divise A par B, le reste qu'on aura, c'est ce que va nous donner l'opérateur modulo. Alors, je vais vous donner un exemple plus concret. Imaginons par exemple, j'ai 3 ici. Et ici, j'ai par exemple 60. Donc, 3 modulo B. Le résultat sera 3. Pourquoi? Parce que si on divisait 3 par 60, le quotient va nous donner 0 et le reste sera 3. Oui, je suis sûr que certains d'entre vous sont déjà perdus en cours de route.
Alors, je m'explique. Imaginons que nous avons par exemple ici 3 divisé par 60 égale à quoi? Égale à 60 multiplié par les quotients qui est 0 plus 3. 3 représente le reste. Or, quand on multiplie 60 par 0, nous avons automatiquement 0. Et quand nous additionnons maintenant les 0 avec le 3, nous obtenons 3. Et automatiquement, vous remarquez que nous avons 3 égale à 3. Oui. Je vais vous mettre le lien dans la description, là où on va bien vous expliquer le résultat de la division euclidienne. Oui. Alors, à part ça, maintenant, nous allons parler aussi de la priorité des opérateurs. Alors, imaginez par exemple, là, attendez par exemple, je vais instancier C par exemple. C égale par exemple à... tac, 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 tac. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je peux directement l'écrire ici et enlever toutes ces variables plutôt. Et afficher directement. Imaginons par exemple ici, j'ai 3 multiplié par, ou soit 3 plus 5 multiplié par 2. Alors, que sera le résultat? Alors, la priorité des opérateurs. Nous savons tous en mathématiques que la multiplication et la division ont une priorité élevée par rapport à l'addition et à la soustraction. Donc, ici, le résultat, le compilateur, qu'est-ce qu'il fera? Il va d'abord multiplier 5 par 2 qui donnera 10 et puis additionner maintenant 3 par 10. On aura 13. Je vous le prouve. On va compiler. On aura 13 ici. Mais si j'ose, par exemple, permuter les opérateurs, si j'ose, par exemple, écrire 3 multiplié par 5 plus 2, ici, que fera, par exemple, le compilateur? Le compilateur va automatiquement multiplier 3 par 5 qui fait 15 et puis additionner à 2 qui va nous donner 17. Si je compile, on aura automatiquement 17. Mais si je fais par exemple ceci, imaginons que j'ai 5 moins 3, excusez-moi, j'ai 5 moins 3 plus 2, que fera le compilateur? Alors, l'addition et la soustraction ont le même niveau de priorité. Alors, dans ces cas précis, le compilateur va commencer ou soit va considérer en premier lieu celui qui se retrouve à la première place. Alors, qu'est-ce qui se retrouve à la première place ici? C'est la soustraction. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura 5 moins 3 qui est égal à 2, plus 2 qui vaut maintenant 4. Si je compile, j'aurai effectivement 4. La même chose si je fais par exemple 5 fois 3 et ici diviser. La division et la multiplication ont la même priorité. Alors, nous allons commencer effectivement à gauche. Donc, on aura 5 fois 3 qui est égal à 15. Et 15 divisé par 2 qui nous donnera 7. Oui, parce que ici, la division sera une division entière. Voilà. Et la preuve est là. On a ici 7. Alors, si par exemple, vous souhaitez obliger au compilateur de pouvoir commencer par 3 divisé par 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'entourer par des parenthèses. Et là, nous aurons ici 3 divisé par 2 qui vaut 1, parce que la division ici est entière plutôt. Et maintenant, après, nous aurons 5 multiplié par 1 qui vaut 5 maintenant. La preuve, voilà. Nous aurons ici 5.
Et cette même règle s'applique aussi pour la soustraction ainsi que pour la division, plutôt l'addition. Alors, il y a une équation que je voyais sur Facebook ou soit sur Instagram même. On écrivait ceci: 5 plus 5. Et là, entre parenthèses, on faisait 5 divisé par 5. C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat ici? Pouf, ici vous avez une erreur. Pourquoi? Parce que l'espace ici, l'ordinateur ne le comprend pas. Eh bien oui, il faut indiquer la multiplication. Alors, avec les informations que je venais de vous expliquer un peu en avant, comment vous pouvez deviner la solution ici? Alors, je vais m'expliquer. Le compilateur va commencer à diviser 5 par 5. Parce que ici, la priorité est donnée aux parenthèses. Alors, 5 divisé par 5 vaut 1. Et maintenant, ici, nous avons la multiplication. Le compilateur va prendre le premier 5. Il va prendre le premier 5 pour le multiplier par 1, qui va donner toujours 5. Et maintenant, additionner le 5 ici en premier lieu, plus le 5 que nous venons de trouver ici, cela va nous donner 10. Et si j'ose compiler, nous aurons maintenant 10. Eh bien, oui. Alors, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Parce que, en mathématiques, quand on laisse un espace ici comme ça, on sous-entend qu'il y a un point qui est synonyme de la multiplication. Or, le point a une priorité très élevée à la division et à la multiplication de cet opérateur. Mais je ne veux pas entrer vraiment en détail. Je vais vous mettre le lien en description pour retrouver la vidéo là où les mathématiciens expliquent tout ça en détail. Alors, à part ça, les développeurs, soit les programmeurs en C++ ont mis en place des raccourcis des opérateurs. Par exemple, imaginons que j'ai par exemple A ici qui vaut par exemple 4, point virgule, et int B qui vaut par exemple 5. Voilà. Et je souhaite par exemple ici dire que A serait égal à A plus B. Vous voyez, donc ici, je vais juste afficher la valeur de A. Ici, qu'est-ce que j'aurai? Voilà le point virgule. Wow. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors, si je compilais, j'aurai 9. Mais vous voyez que ici, c'est un peu redondant maintenant ici. Pourquoi? Parce que je répète encore A. Qu'est-ce que les célèbres programmeurs ont fait? Ils ont juste inventé une méthode qui vous permet d'écrire comme ceci. Donc, il suffit juste d'écrire comme ceci. Le compilateur va automatiquement se dire, eh bien, dis donc, ici, je vais prendre la valeur de A, l'additionner à B, et je vais affecter cette valeur à la variable A. Si j'actualisais, vous voyez, j'ai toujours 9. Et si je souhaite, par exemple, soustraire, imaginons ici, j'ai par exemple B, je ne veux pas avoir des nombres négatifs, par exemple, ou soit pour la preuve, voilà. Ici, j'aurai par exemple moins 1. Ici, attendez, moins 1 si je fais la soustraction. Parce que cette règle s'applique aussi à la soustraction. Et cette même règle s'applique à la division, ainsi qu'à la multiplication et au modulo. Voilà, si je faisais ça, j'aurais 20. Voilà, et par exemple, pour les modulo, j'aurais 1. J'aurai 4, oui, j'aurai 4. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer un nouveau type de variable. Si j'ai bien souhaité le mettre à la fin, c'est pour vous montrer le type primitif, que vous soyez déjà affectionné à ces types. Donc, les types réels qui
qui sont par exemple les flirts et les doubles. Et le type décimal, c'est-à-dire des entiers, donc le integer ou soit des int. Et le caractère, nous avons des chars. Alors, voyons maintenant des types un peu plus spéciaux. Voilà. Alors, imaginez, vous savez, les développeurs sont des gens vraiment très fainéants. Ici, vous indiquez à l'ordinateur que vous allez utiliser un entier, que votre variable va sauvegarder rien que des entiers. Parce que si j'utilisais, par exemple, si je mettais un A ici, parce qu'on ne peut pas tromper le compilateur. Voilà. Vous avez une erreur ici. Eh bien oui, vous avez une erreur ici. Et là, il vous donne par gentillesse la valeur, en fait, en utilisant les codes ASCII. Rappelez-vous, 97 fait référence à A minuscule au niveau des tableaux ASCII. Voilà. Si je descendais un peu plus bas, 97, plutôt je montais. Voilà, 97 ici. Waouh, désolé. 90, voilà, 97 ici fait référence à A minuscule. Et si je rentre ici, je mettais par exemple A majuscule, tant bien même qu'il y aura une erreur. Voilà, il y aura 65. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre tableau ici, 65 fait référence à A majuscule. Vous voyez? Voilà, je pense que je me suis bien fait comprendre. Alors, là, vous indiquez déjà à votre compilateur que votre variable va sauvegarder uniquement deux entiers, c'est-à-dire des décimales. Mais là, vous renseignez encore ces décimales. Alors, c'est un peu redondant en fait. Alors, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Nous souhaitons automatiquement exploiter l'intelligence du compilateur. C'est-à-dire quoi? Que les compilateurs puissent déduire par lui-même que ici A est une variable qui sauvegarde un entier. Je m'explique. Je vais utiliser les mots-clés auto. Dès que je vais utiliser ces mots-clés, vous n'allez plus voir apparaître l'erreur. Voilà, automatiquement, on nous affiche ici 6. Et ici, je peux automatiquement, par exemple, renseigner, par exemple, A majuscule. Et si je le mettais, il n'y aura pas d'erreur. J'aurai A majuscule au niveau de ma console. Vous voyez? Et je peux aussi utiliser des flottants, c'est-à-dire des nombres réels. Donc, A plutôt 1.50 par exemple. Si je compilais, c'est ce qui va s'afficher par exemple. Et les zéros ne s'est pas affiché. Pourquoi? Nous savons tous en mathématiques que 0 après la virgule n'existe pas. On peut toutefois omettre ces zéros-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est un premier type. Alors, en second lieu, nous avons aussi un autre type qui est un type utilisé pour des chaînes de caractères. Je m'explique. Alors, pour utiliser cela, déjà ici, je vais mettre ici std, string. String pour dire tout simplement chaîne de caractères. String, c'est en anglais qui veut dire chaîne de caractères en français. Ici, je peux juste dire ma chaîne. Et voilà. Je vais dire ici salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Voilà. Alors, pour l'utiliser, nous allons ici inclure. Donc, avoir include, utiliser le directif du préprocesseur. Et ici, importer le fichier string. Alors, si nous faisons ceci, donc le point virgule encore une fois, et ici, je souhaite afficher ma chaîne. Donc, si j'ai compilé, voilà, on a eu une erreur ici. Tac, 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 je vais essayer de lire mon erreur. Tac, je supprime l'auto, oui. Je n'ai pas besoin d'utiliser le A. STD, tac, 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 tac. Voilà, il y a l'erreur ici. Voilà. STD, voilà. Donc, round. Et voilà. Le résultat, salut tout
tout le monde. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons un peu mis la main dans la pâte, c'est-à-dire nous avons essayé de manipuler la mémoire de notre ordinateur en utilisant les variables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable est une zone en mémoire capable ou soit susceptible de stocker une donnée, soit une information. Alors, comment on fait pour pouvoir déclarer une variable? Une variable est déclarée comme suit. Nous avons besoin d'indiquer le type, le nom de la variable et puis la valeur. Vous voyez ici la valeur. Alors, je peux aussi prendre tout ça, tac, 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 le coller un peu plus. Ici, mettre par exemple double, ici char. Voilà. Donc ça, ce sont les trois types primitifs. Donc là, on peut toutefois l'afficher ici. Ça, je vais mettre ça en commentaire de peur que le compilateur puisse me cracher dessus. Voilà, le point virgule. Voilà, donc ici 0. Pourquoi 0? Parce que dès que nous utilisons par exemple les accolades, le compilateur va attribuer une valeur par défaut au cas où nous ne renseignons rien. Alors la valeur par défaut ici pour les entiers c'est 0. Pour un caractère, par exemple le type char, il n'y aura rien, donc ça sera vide complètement. Voilà, rien n'est affiché ici, vide. Et pour un double, ça sera toujours un 0. Voilà, un 0. Alors, à part ça, nous avons aussi parlé, par exemple, des opérations que peut supporter une variable. Donc, ce sont toutes les opérations arithmétiques, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Et nous avons découvert aussi une nouvelle opération arithmétique qui est le modulo, qui est le reste de la division euclidienne. Ou soit, pour faire court, le reste de la division des entiers. Alors, à part ça, nous avons aussi parlé de la priorité des opérations. Nous avons dit que la multiplication et la division ont une priorité élevée par rapport à l'addition et à la soustraction. Alors, dans la mesure où nous souhaitons, par exemple, utiliser l'addition et la soustraction au même niveau, alors, dans ces cas-là, le compilateur va commencer, ou soit la priorité élevée sera le premier trouvé, c'est-à-dire quoi, le compilateur va commencer par la gauche. Par exemple, ici, je m'explique. Ici, si par exemple, nous avons 5 plus 3 moins 2, le compilateur va commencer d'abord à faire l'addition avant de faire la soustraction. Donc ici, je dois enlever ça parce que je n'ai pas utilisé. Voilà. Donc, si je faisais ceci, j'aurais 6. Pourquoi? Parce que j'ai 5 plus 3 qui me donne 8 et 8 moins 2 vaut 6. Vous voyez? Mais par exemple, si je faisais 5 plus 3 multiplié par 2, j'aurais d'abord 3 fois 2 et enfin plus 5. Alors ici, j'aurais quoi? 5 fois 2 vaut 6 et 6 plus 5 vaut 11. Donc ici, j'aurais directement ici 11. Mais dans les cas où je souhaite vraiment imposer ma priorité au compilateur, je n'ai qu'à utiliser, j'aurais plutôt qu'à utiliser de parenthèses. Alors ici, je vais commencer par l'addition, c'est-à-dire 5 plus 3 vaut 8 fois 2, 16. Alors ici, j'aurai le résultat 16. Alors, à part ça, nous avons aussi parlé des raccourcis des opérateurs, c'est-à-dire, par exemple, au cas où
j'ai par exemple une variable A qui vaut par exemple 5 et une variable B qui vaut par exemple 3. Et si je souhaite par exemple dire que A égale à A plus B, donc au lieu d'écrire ceci, c'est trop long, j'aurai plus qu'à utiliser ceci, cette raccourci. Voilà. Et ici, je vais juste afficher le A. Donc, si j'affiche le A, j'aurai bien le 8. Il y aura une erreur à cause du point-virgule, oui. Donc, si j'actualise là, donc ici, j'aurai bien mon 8. Alors, c'était la fin de notre tutoriel ou soit de cette formation pour la journée d'aujourd'hui. Je sais que c'est beaucoup d'informations à pouvoir assimiler. Alors, ce que moi je vous conseillerais, c'est de pouvoir relire et regarder encore la vidéo pour pouvoir bien comprendre ce que nous nous sommes dit au cours de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans des prochains tutoriels. Ciao, ciao!